Bonjour. Je peux m'asseoir? Vas-y, je vous en prie, installez-vous. Vous êtes jamais venu? Non, je crois pas. Non, c'est la Non. première fois. Non, je suis physionomiste. Ah, c'est Pour ça, je vous aurais repéré. Et moi, pas trop. Vous n'êtes pas physionomiste? Pas trop. C'est parce que moi, j'ai un tonton qui était physionomiste. Ah ouais? Et dans la famille, ça se transmet. Bonjour. Il y a du monde, je vais faire ma soirée. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous avez comme jus de fruits? Alors, j'ai un jus de pomme, mais c'est la fin. Parce que comme c'est la fin de semaine, je suis pas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donné rendez-vous? Bon, On s'est vu, nous? Oui. Chez le coiffeur en début de semaine? Ouais. C'est quoi ça? Ouais. Un verre d'eau? Un jus d'orange? un verre d'eau, c'est bien du coup, ouais. Jus d'orange sinon, hein. J'ai pomme framboise. Ah bah allez, pomme framboise. Pomme framboise, ça marche. Qu'est-ce qu'on lui met? Vous avez de la Suze? Non, bah, un jus Oh, de... j'ai un client. Jus de goyave, alors c'est très bien. Jus de goyave, non, jus de framboise. Jus de bien, framboise, vas-y, c'est jus de parfait. framboise. Très bien. Et monsieur? La même chose. La même, 3 jus de framboise. Bon, bah c'est bien. Vous étiez de passage dans le coin? Ouais, c'est ça, ouais, pour le boulot. Pour le boulot? Ouais. Et vous travaillez dans quoi? J'ai monté une start-up sur la transition retraite. Ouais, La alors. transition retraite. Ouais, c'est ça. En fait, on aide les futurs retraités à bien vivre leur retraite en Ouais. les aidant à trouver des associations qui Ouais. proposent des missions de bénévolat. D'accord. Ce qui s'ennuie. Ouais, beaucoup s'ennuient et surtout, ils trouvent pas leur place en fait dans la société. D'accord. Mais alors du coup, c'est-à-dire vous les placez? C'est du placement? Ouais, non, c'est un peu violent le mot placement quand même. Bah non, mais on sait, on a tous des vieux autour de nous. Bon, on sait bien qu'à un moment donné, il faut les. Voilà. Non, alors l'EHPAD, c'est pour plus tard. Ah, Non, c'est non, pas d'accord. C'est pas un c'est pas EHPAD des très, déguisé. très vieux. c'est- Non, non. D'accord. En fait, quand ils arrivent à 60-65 ans, ils passent à la retraite, Ouais. ils ont du temps, ils ont plein de compétences. Ils font une petite déprime parce qu'ils ont Ils font une quitté leur petite statut déprime, social. c'est ça. Ils s'ennuient, ils font une petite déprime, ils perdent 70% de leur carnet d'adresse, c'est-à-dire que le lien social fait plouf. Ouais. Voilà, pour peu qu'on vive à la campagne, qu'on n'ait pas de famille, pas trop d'amis, on est très vite isolé. Ouais. Et donc l'idée, comme par contre ils sont un petit peu geeks, ils ont tous des smartphones, des tablettes, ils sont hyper connectés. Nous, on leur a créé un petit outil numérique, une plateforme, qui leur permet de créer un profil où ils écrivent clairement ce qu'ils font, c'est-à-dire ce qu'ils aiment faire, bricolage, jardinage, compta Une analytique. plateforme internet, c'est un truc sur ouais. internet, ouais. Et du coup, les associations peuvent venir les contacter D'accord. pour leur proposer des missions. Ouais, c'est comme c'est le bon coin du vieux qui veut faire du bénévolat. C'est exactement ça. D'accord, super. Je l'ai dit un peu, je le dis avec mes mots. Hein. Peut-être pas le. Ouais, mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal, ouais. Et Julien, c'est Julien, c'est ça? Ouais, c'est Julien. Ouais, parce qu'en plus d'être physionomiste, je suis mentaliste. C'est Frédéric, parce que c'est j'ai ça un cousin qui s'appelle Julien et il vous ressemble, c'est pour ça. D'accord. Et alors du coup, vous faites quoi, Julien, vous? Moi, je travaille dans un collectif qui propose une nouvelle façon de recruter. De recruter des salariés D'accord. ou de recruter voire même des franchisés pour certaines problématiques. Une nouvelle façon de recruter. Ouais, bon, on s'est un peu rendu compte que peut-être que le recrutement n'avait pas trop évolué depuis 50 ans. Enfin, je pense que Non, a priori, CV, lettre de motivation, voilà, ça. tout le monde envoie encore son CV, sa lettre de motivation, répond à des annonces qui se ressemblent un peu toutes, qu'on se le dise. Hein. Ouais. Toutes les boîtes sont leaders sur leur marché. Ouais. tout le monde Toutes est les leader. boîtes sont innovantes, ont des valeurs de bienveillance. En tout Bah, cas, tous les candidats sont généreux, bienveillants, ont d'écoute et dynamiques. et tous les candidats, en tout cas, c'est pas leur métier, mais ils essayent d'être compétents quand même. Ils Ouais. essayent d'être compétents. Et peut-être qu'on s'est rendu compte, nous, que finalement, une bonne rencontre entre un adulte candidat et un adulte employeur n'était pas permise par les process de recrutement habituels, et D'accord. qu'il fallait proposer quelque chose. Alors, on va peut-être pouvoir en parler. Mais genre, vous avez déposé un brevet? C'est une invention? Ah non, c'est pas une invention, c'est plutôt une démarche basée notamment sur l'humain, mais aussi avec un outil technologique comme D'accord. ma voisine, qui permet au candidat de se dévoiler, de dire qui il est, de dire comment il fonctionne, Ouais. de dire ce qu'il aime faire et comment il travaille. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Me and My Boss. Encore Et- un truc anglais. Ouais, c'est un peu de la dérision, mais c'est peut-être Ouais. Me and my boss, d'accord. Me and My Boss, moi et mon chef. C'est un petit Ouais. peu un contre-pied de dire que finalement le recrutement est une histoire de rencontre. Et si je continue, en fait, C'est joli, hein, on va en reparler. Hein. Tout ce qui est joli, j'irai gratter. C'est pas D'accord. parce que j'aime pas ce qui est joli, mais parfois quand c'est Ah, joli, mais je ça comprends. cache de la. Voilà. Je En tout comprends. cas, c'est une histoire de rencontre. D'accord. C'est une on verra. histoire de rencontre. Et puis, on va surtout permettre à des employeurs, qu'ils soient dirigeants ou décideurs, donc des plus grands groupes ou des plus petites PME, eh ben, de dire qui elles sont. Parce que finalement, on se rend compte que dans les process de recrutement, on laisse peu la parole aussi à ceux qui recrutent de dire qui ils sont. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est dur à dire parfois. Et c'est dur à dire. Donc, on va travailler là-dessus. Voilà. Et donc, alors hormis le fait qu'on s'était croisés en début de semaine. Moi, je suis Ouais. venu avec des copains et ils sont dans la voiture.
Ah, c'est vous qui avez retourné le bar le week-end dernier, là, qui m'avait foutu un merdier pas possible. Bon, on en reparlera juste après. Et donc, que faites-vous, vous, dans la vie? Moi, je dirige une chaîne de magasins, une marque omnicanal de mode accessible qui s'appelle D'accord. Gémeaux. Voilà. Qui s'appelle comment? Comment? Qui s'appelle? Gémeaux. Ah, Gémeaux, j'adore Gémeaux. J'en ai un à côté de chez moi, j'y suis tout le temps. Ouais. Alors, D'accord. c'est les magasins, c'est un site internet en pleine explosion. Et quand vous dites que vous dirigez, vous êtes le chef? Oui. Ah, waouh. J'ai pas beaucoup de chefs dans mon bar d'habitude, donc je vais essayer de bien me tenir. Et donc du coup, parce que c'est drôle, ça parle de recrutement. Donc vous, c'est quoi le rapport que vous avez au recrutement chez Gémeaux? C'est vous validez tous les recrutements? Non, je vais parler de ce que je ne connais pas. D'accord. Ok. Non, mais on recrute 200 personnes par an, on est 3500 collaborateurs. D'accord. Et donc, voilà, et notre chère DRH, mais le recrutement, c'est l'affaire de tous dans une entreprise. De tous les managers. Ça marche. De toutes les personnes qui ont des besoins. C'est rigolo, hein, c'est bien foutu, hein, parce que justement, j'ouvre le bar qu'à 11h, parce qu'on fait je fais des tartines. Je n'ai pas le temps, j'ai pas assez de trucs pour faire donc je fais des tartines en fait le midi. Et donc, comme je suis tout seul, le matin, je prépare ça et je regarde BFM TV. Il y avait un article sur le... Pas un article, mais c'est une image sur le recrutement était un sport de combat. Comme la boxe ou le judo ou quoi que ce soit. Et j'avoue que moi, je savais pas bien dire. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'entretiens, mais c'est vrai que souvent, ça tabasse quand même. Et de sport de combat, t'en as fait? Moi, j'ai fait la bagarre. Mais c'est plus la bagarre de bar, quoi. Il n'y a pas vraiment de règles. Mais en revanche, ça m'a interpellé, quoi. Et c'est vrai que les souvenirs que j'ai de recrutement, c'est que moi, je suis passé parfois dans des entretiens où ça secoue un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même un recruteur qui a tendance à un peu secouer. Donc là, vu que vous êtes là, je me dis, on va pas se priver d'en causer. Ouais, c'est quoi, vous, votre regard là-dessus? Est-ce que c'est un sport de combat, le recrutement? Alors, sans répondre à la question, mais peut-être en analysant un petit peu, si vous voulez bien, sans doute que les process de recrutement actuels, en tout cas un petit peu à l'ancienne, peuvent s'assimiler à des sports de combat, ou en tout cas des parcours du combattant, finalement avec un petit rapport dominant entre un candidat et quelqu'un qui offre un emploi, et sans doute aussi qu'on peut s'épuiser quelquefois à rentrer dans un process de recrutement, et quelquefois perdre un candidat quand on est recruteur, puisque ce parcours est difficile. Et en plus, il n'amène pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Avant même, parfois, d'arriver au début du parcours. Avant même d'arriver déjà, avant même de rencontrer quelqu'un. Et fondamentalement, sport de combat, peut-être que c'est des vieux codes, et qu'il faut dépasser ça, et on en parlera avec mes collègues, mais moi je considère plutôt que c'est peut-être un sport, si on aime le sport, mais en tout cas c'est une question d'endurance. C'est-à-dire qu'un recruteur doit être en capacité de recruter toute l'année, même quand il ne l'attend pas. Alors d'autant plus quand on doit recruter 200 personnes, félicitations, là ça devient du sport peut-être, mais en tout cas plus un sport d'endurance, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'être attractif et de capter des candidats qui nous correspondent sans se trahir, sans en faire trop, toute l'année peut-être, et peut-être à des moments où on n'est pas dans l'urgence d'un besoin de recrutement. Voilà. Du coup, vous vous retrouvez sur le devant de la scène et j'ai un peu de monde dans le bar, c'est rare, j'imagine que du coup ça les intéresse ce qu'on est en train de se dire. Donc le code qu'on va se donner, c'est que vous n'avez pas demandé à prendre la parole, hein, vous êtes assis, je vous ai donné la parole. C'est que vous ne parlez pas pour vous faire plaisir ni pour me faire plaisir. C'est que si vous parlez, c'est pour servir les gens qui sont là. Et en plus, ils payent l'entrée dans le bar assez cher. Donc on va essayer je vous servirai après. C'est tout ce qu'on dit. On va essayer de faire en sorte que ça serve les gens qui sont là. Et donc on ne va pas faire de vous des stars, hein, sur ce que vous nous dites, mais plus sur qu'est-ce qui peut être intéressant pour les gens qui sont assis là. Qu'est-ce qui peut leur servir au quotidien, qu'est-ce qui est concret. Sport de combat, Amélie, sport de combat, Hubert, est-ce que c'est un sport de combat? Non, moi je pense que c'est plus un sport de stratégie, en fait, plus que de combat. Combat, il y a quand même une super notion de rivalité, il y a celui qui gagne et il y a celui qui perd. Mais en fait, moi, si je recrute quelqu'un, je veux que ce soit gagnant-gagnant. Je veux que ce soit gagnant pour mon entreprise et je veux que ce soit gagnant pour la personne. Si la personne ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas bien faire son boulot. À la fin de la période d'essai, elle va s'en aller et moi, je vais avoir perdu du temps, de l'argent. Et je vais m'être plantée, donc c'est pas intéressant. Par contre, avant de créer Bénévolte, j'ai recruté dans une association. Voilà. Alors moi, c'était pas 200, c'était 1000, et j'étais toute seule. Alors il y avait des saisonniers, hein, donc pas de panique. Mais du coup, quand on doit recruter 1000 personnes, il faut être malin. Je peux pas rencontrer 2000 candidats pour recruter 1000 personnes dans l'année, c'est impossible. J'aurais 15 recrutements par jour. Donc en fait, la question, c'était plutôt quels sont les outils que je peux mettre en place, quelle est la stratégie que je peux faire pour avoir un écrémage et pour finalement former des gens, transmettre, faire du recrutement collectif. Et là, ça devient intéressant. Donc c'est pas un combat, c'est pas un combat. Sportif, ouais, c'est stratégique. C'est sportif, c'est stratégique, c'est pensé, méthodique, c'est lenti. Moi, je crois pas à ceux qui disent le recrutement c'est du feeling.
Alors effectivement, à un moment, je vais travailler avec la personne tout le temps, donc c'est quand même intéressant. Si j'ai un mauvais feeling, si ça passe pas, effectivement, il y a peut-être quelque chose à écouter. Mais d'abord, on valide des compétences, la personne est là, elle a envie ou pas. On va pas laisser cette phrase-là longtemps vide. Je veux juste entendre Hubert, mais si c'est pas du feeling, il faudra qu'on sache ce que c'est quand même. Parce que là, les gens, ils sont là. Ouais, c'est vrai que c'est pas du feeling. Mais en fait, on va pas s'amuser à pas dire ce que c'est, on va essayer de trouver ce que c'est. La question, c'est est-ce que c'est plus compliqué qu'avant, en tout cas? Est-ce que c'est dur de faire du recrutement? C'est plus long et c'est plus compliqué qu'avant. Pourquoi c'est plus long? D'abord parce que le marché de l'emploi est plus tendu et parce que les attentes des nouvelles générations sont différentes. Parce que c'est plus omnicanal aussi comme recherche. Ça veut dire notamment que chez Gémeaux, quand on dit que les gens sont plus exigeants, c'est que vous avez des refus à des propositions de poste que vous faites, plus qu'avant. Nous, en fait, on travaille. Notre siège social est à 50 km d'ici, donc loin de Nantes, loin d'Angers, loin de Cholet. Déjà, on a géographiquement, même si beaucoup de choses sont faites pour que les gens soient bien sur place, il faut se déplacer tous les matins. Donc c'est vrai que la géographie est un élément de plus en plus important. L'équilibre vie pro, vie perso, tout ça, il y a beaucoup d'éléments qui font que... Et puis le marché de l'emploi qui est plus tendu. Donc c'est plus compliqué qu'avant, mais ça ne rend pas les choses pour autant combatives. Si c'est un sport de combat, c'est un sport de combat qu'on doit faire les bras grands ouverts, quoi. Et avec l'envie de recevoir, ce qui n'est pas franchement... J'ai l'impression que du coup, si on avait choisi de dire « il faut se battre », ça vous aurait peut-être moins heurté comme titre. Le fait de est-ce qu'il faut jouer des coudes pour recruter? Les règles c'est intéressant, la question, le parallèle, j'ai fait pas mal de sports de combat et j'ai réfléchi à ça en me disant, mais les règles qui mènent à la victoire dans le recrutement sont les mêmes que celles qui mènent à la victoire en sport de combat. Et c'est-à-dire la première chose, c'est le respect. En sport de combat, on commence par le salut, il faut respecter la personne d'en face. Alors on va essayer, là je vais être pénible, je veux pas vous couper souvent Hubert, mais respect, moi je vais essayer de rendre ça le plus concret possible. Le respect dans un processus de recrutement, ça se manifeste comment? C'est pas un acte égoïste de l'entreprise. Quand une entreprise recrute, on a face à nous soit des gens qui sont au chômage, soit des gens qui changent de vie. Pour eux, c'est important. Okay. Donc c'est vraiment une relation horizontale qu'on doit établir. C'est pas le recruteur qui dit j'ai un poste et à la chaîne. Donc le respect dans la posture du recruteur. Posture bibienveillante. Alors mais c'est-à-dire ça se manifeste comment? Dans le bonjour, ils ont été formés dans quoi? L'attention qu'on donne à la personne. Enfin c'est un échange riche en fait de recrutement. Et en fait la personne doit en ressortir au mieux avec un emploi, au pire avec quelque chose qui la nourrit, qui lui fait du bien. Voilà. C'est dit. J'ai rencontré quelqu'un de bien, on m'a écouté, etc. C'est l'écoute, c'est le regard, c'est. Et du coup, pour réussir à faire ça, est-ce que vous avez formé les gens? Est-ce que vous avez formé des managers au recrutement? Parce qu'on sait bien qu'il y a les pros du recrutement qui, eux, sont formés tout ça. Puis après, il y a le manager qui, lui, il recrute une fois tous les 2 ans. Et entre nous, pardon s'il y a des managers, c'est pas tous des flèches en recrutement. On a des petits chefs quand même dans les équipes qui arrivent avec des flingues, qui jouent aux recruteurs et qui font de la casse. Comment est-ce que eux, ils incarnent le respect? D'abord, ça peut arriver dans toutes les entreprises, mais si on recrute des gens qui partagent nos valeurs, ça n'arrive pas. Mais ça peut arriver quand même. Ça peut arriver. Mais il n'y a pas eu de formation ou de choses comme ça, de sensibilisation En fait, c'est des choses qu'on partage dans l'entreprise. D'accord. C'est une culture qui se partage dans l'entreprise. Mais il n'y a pas de formation. C'est suffisant à mon avis, c'est très important. D'accord, ok. Parce que c'est pas des techniques de recrutement, c'est simplement la bienveillance, ça s'apprend pas. Nous, il y a 2 choses qui nous mènent à l'échec quand on recrute des gens, parce que les valeurs, c'est hyper important. On sait que la personne ne va pas forcément cocher toutes les valeurs de l'entreprise, mais il y a 2 erreurs fatales. Le coup de la garde ouverte, là. J'ai la garde ouverte, je prends le chaos. Les 2 erreurs fatales qu'il ne faut pas faire quand on recrute quelqu'un, pour nous, c'est il faut que la personne soit simple et bienveillante. Si elle n'est ni simple ni bienveillante, on sait que ça ne collera pas avec l'entreprise. Donc déjà, si à la clé, quand on recrute les gens, on décèle ça chez la personne, on a une entreprise harmonieuse, avec des gens qui ont des parcours différents, des profils différents, mais au moins, ils respectent ça, et on transmet ça aux gens. En fait, l'entreprise... C'est là où je rebondis sur ce que disait Amélie, en disant, les gens qui disent que c'est du feeling, il ne faut pas qu'ils nous la fassent à l'envers. Bon, moi, je suis un peu d'accord avec Amélie. Et du coup, comment est-ce qu'on mesure la bienveillance de quelqu'un en entretien? Par l'écoute. Sur sa capacité d'écoute à lui? Absolument. D'accord. Oui. Et la simplicité? Comment? Et la simplicité? Et la simplicité, ça c'est tous les jours dans l'entreprise. Alors, nous, comment on le fait, sont des gens qui sont accessibles, respectueux, frugal dans l'approche, enfin voilà. Ok, frugal. Voilà, ok. Vous pouvez compléter.
Enfin, c'est ça. Alors les gens, pardon, ouais, tout à fait. Alors comme il y a il y a une partie de Géo qui est venue boire un coup aussi dans le bar, bien sûr qu'ils peuvent compléter, évidemment. Et bien sûr que n'importe qui a envie de prendre la parole le fait. En plus, on n'est pas nombreux, donc allons-y, profitons-en. Hein. Vraiment, vous dites ouais, non, moi je pense ça, je suis d'accord, etc. L'objectif ici, c'est que ça cause. Pourquoi je creuse un peu sur tout le monde affiche ses valeurs sur son site internet, on fait des affiches, on dit tout ça, et c'est vrai, c'est sincère. Toutes les boîtes sont sincères. Sur nous, c'est la simplicité, nous, c'est la générosité, nous, c'est la rigueur. Ce qui est difficile ensuite, c'est comment on transforme ces valeurs dans des outils qui nous permettent d'identifier ça chez des candidats et ensuite de recruter ces gens-là. C'est pour ça que je demandais, en entretien, comment est-ce qu'on... Ouais, alors la bienveillance et la simplicité, comment est-ce qu'on fait pour repérer ça, quoi? On l'a vu aussi aujourd'hui, mais c'est en fait, le thème d'aujourd'hui et de demain, c'est être soi-même. Voilà, donc on recrute des personnalités avant de recruter des profils avec un parcours et des diplômes. Donc dès la sélection des CV, dès le tri, etc. Ça, sur le CV, ça se voit pas. Ouais. Mais on regarde le parcours sur le CV et on regarde la personnalité, les soft skills quand on a la personne en face. Okay. On va y revenir, Hubert, tout à l'heure, parce qu'en plus, quand on a causé avant, vous m'avez dit, en plus, on multiplie les cadeaux. Donc on va en reparler. C'est-à-dire qu'on va chercher, pas que sur le classique annonce, etc. Justement, il faut aller chercher plus large. Ouais. Julien, tu avais envie de dire quelque chose? Ouais, je voulais intervenir sur la remarque d'Amélie sur le feeling et puis la remarque d'Hubert. En effet, moi non plus, j'y crois pas trop au feeling, même s'il faut faire aussi laisser place un peu à l'humain et à la rencontre. Mais il faut que le process de recrutement te permette de voir comment fonctionnent les gens, comment fonctionne l'entreprise et comment fonctionne le candidat potentiellement recruté. Et ça peut démarrer à l'entretien, mais ça peut démarrer avant l'entretien. Et fondamentalement, c'est vrai que le CV ou la lettre de motivation sont des outils qui ne permettent plus forcément de capter le qui je suis d'un candidat. Il faut proposer peut-être autre chose. Et peut-être une des solutions, c'est de poser des questions en amont, de savoir, mais comment tu fonctionnes? Dis-moi qui tu es. Avant le recrutement? Avant le recrutement. Ça, Ou dans le process... Comment s'appelle ce moment alors? Dans le process de recrutement. Sans faire de publicité, c'est pas le mot, mais nous, on travaille sur une annonce d'emploi augmentée, où quand la personne, le candidat, se positionne sur un poste, la première question qu'on lui pose quand il postule, c'est « dis-moi qui tu es, dis-moi comment tu fonctionnes ». Et ça donne beaucoup d'éléments et de signaux faibles après aux managers, aux recruteurs, et même à ceux qui sont peut-être mal formés. Tu as l'impression que tu as une expérience un petit peu difficile du sujet. Ça peut arriver. Je fais juste une parenthèse avec les gens de la salle en complicité. C'est qu'on sait bien que le recrutement, il n'est pas opéré que par des professionnels du recrutement. Et c'est bien ça le problème. C'est que parfois, il est opéré par des gens qu'on laisse seuls en entretien, qui ne sont pas des pros de recrutement et qui font n'importe quoi en termes de casse, non-respect de la loi avec des questions qui sont discriminantes, etc. Exactement. Et puis même qui sont peut-être parfois pas capables d'incarner ce qu'aimerait le management, la direction. J'ai bien entendu l'argument de dire, sauf si on a bien fait un boulot en amont, de gens qui rentrent dans ce qu'on attend des managers dans la boîte. On a une DRH structurée, organisée, dans les entreprises, les DRH organisent le processus de recrutement. Ça garantit ça normalement. L'encadre, sont là aux entretiens, mais on ne peut pas recruter sans les managers qui recrutent pour eux, comme si j'étais dans ma petite boîte et je recrute pour moi. Donc c'est le binôme qui est très efficace. Oui, tout à fait, complètement. Et puis même, à la limite, bien sûr qu'ils peuvent être seuls à recruter. Mais c'est, voilà, comment est-ce qu'eux aussi, je ferme la parenthèse, ils incarnent ça. Alors, typiquement, en effet, peut être adossé à un process de recrutement le terrain qui recrute pour le terrain. Ça paraît essentiel que le recrutement ne soit pas qu'une affaire de direction des ressources humaines ou dans une plus petite boîte d'un PME, d'un dirigeant ou d'une dirigeante et de son bras droit RH, parce que là, on va au casse-pipe. Donc, généralement, pour incarner une mission, un terrain, une culture de boîte, il faut y intégrer les collègues. Et d'ailleurs, ce que cherchent les candidats, c'est de se projeter avec leurs futurs collègues. C'est de comprendre qu'ils vont travailler avec Thierry, avec Amélie, avec Hubert, pour savoir avec qui ils vont travailler et comment ça va fonctionner. Et généralement, ce qui est intéressant dans un process de recrutement, avant d'envoyer un CV ou une lettre de motivation, c'est réussir à se dire, tiens, si je postule à cette boîte, voilà comment elle fonctionne, je perçois un petit peu qui seront mes collègues, je perçois quelles sont les valeurs, ça a l'air d'être important pour eux. Je vais expliciter qui je suis et on va voir si ça va tirer là-dessus parce on pourrait lever plein de questions, mais comme on n'a pas le temps, on va juste en choisir quelques-unes. On va s'intéresser au comment. Parce que là, on est en train de se dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire, c'était ça. C'est-à-dire ce qu'il faudrait faire, c'est permettre aux gens de donner l'opportunité de se présenter un peu plus qui ils sont, et puis permettre à la boîte ou à l'organisation, à la structure, de montrer un peu plus qui elle est
pour séduire, mais aussi au-delà de séduire, pour être sûr qu'on va bien s'entendre. Vous n'êtes pas nombreux, donc ça va être facile. Qui dans la salle est en phase de recrutement là? Ok, d'accord. Qui est en phase de recherche d'emploi? Parce que ça peut aussi, parfois à la fabrique, il y a des gens qui cherchent du taf. Ok. Les autres, c'est de la curiosité par rapport au contenu? Ouais. Non, il n'y avait plus que ça. Les autres étaient complets. Alors je me suis installé dans la salle. C'est hyper important de savoir comment, c'est ça qui nous obsède. Comment on fait ça? Donc, on va laisser aussi parler Amélie qui nous dit ça, parce que je crois qu'il y a une lecture avec les gens qui sont à la retraite. C'est comment, ce moment-là qui a l'air hyper important, vous avez l'air tous d'accord, le moment avant même presque le pur entretien, avant même la signature du contrat, où on apprend un peu plus à savoir qui on est, comment on fait ça? Alors, par rapport au bénévolte, en fait, on a une grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément de recruteurs dans le milieu associatif. Voilà. C'est pas leur métier, ils savent pas faire. Souvent, ils sont bénévoles, ils font ça en plus. Ils sont électriciens la journée et bénévoles qui va recruter des bénévoles le soir. C'est pas simple. Et la population des jeunes retraités, elle a toute sa carrière derrière elle. Et juste, en fait, elle va pas envoyer un CV en devant écrire qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, pour se mettre en valeur. C'est impossible, c'est trop violent. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai 65 ans, j'ai plus rien à prouver. Gros point commun entre les extrêmes. Les très anciens, c'est-à-dire la retraite, et les très jeunes. L'acte d'envoyer un CV, tout ça, ça les gonfle. Ah, mais complètement. Pas pour les mêmes raisons. Hein. Mais non, en effet, on en parle au téléphone, un retraité, le fait de lui dire, il n'a pas fait depuis 30 ans, tu vas faire un CV pour qu'on te recrute, il dit, mais attends, moi je suis là pour filer un coup de main, je suis pas là pour... Donc déjà, le refus de rentrer dans la procédure académique habituelle. Et en plus de ça, le refus, ce qui les gonfle aussi, c'est de devoir prendre l'annuaire, prendre le téléphone, regarder sur les pages jaunes toutes les associations de la ville et les appeler une par une en disant voilà, j'ai vu que que vos valeurs c'était ça et que vous faisiez ça, j'aimerais bien, je pense que je pourrais correspondre. Ça, ils n'ont pas envie. Donc nous, en fait, on casse les codes. Alors nous, on rentre par la compétence parce qu'il faut bien rentrer par quelque chose. Sur la plateforme, c'est un prénom avec une initiale de nom de famille, voilà, c'est tout. Avec une photo quand les gens sont connectés, mais c'est pas forcément une photo d'eux, c'est une image, un truc qu'ils aiment bien, les palmiers, la photo de leur chien, etc. Et puis une compétence en dessous, par exemple bricolage. Ok. Et en bricolage, moi mon truc c'est le bois, je crée des meubles, j'ai envie de transmettre ça, etc. Et en fait l'association, elle va les contacter par rapport à ça. Et on va plus loin dans le sens où ils peuvent dire, je suis disponible à ce moment-là, moi c'est tous les mardis après-midi, par contre les vacances j'ai mes petits-enfants, etc. Okay. Et à l'inverse, au niveau des associations, on leur permet de diffuser des annonces hyper précises et hyper courtes. Parce que juste en fait, les offres d'emploi dans les associations pour du bénévolat qui font une page A4 avec période d'essai de 3 mois, etc., mission, rattachement hiérarchique, on s'en fout, c'est pas possible, c'est de l'associatif. Du coup, c'est pareil, les associations, elles disent, bricolage, on cherche quelqu'un pour nous aider à faire des meubles en palette, c'est à la mode. Les valeurs de l'association, c'est ta. La mission, elle a lieu le mardi de 15h à 16h. On serait super content de vous avoir avec nous quand vous allez venir, etc. Comment ils apprennent à se connaître? C'est ça. Et en fait, nous, le frein qu'il y avait, c'était... téléphoner, c'est compliqué, on les a jamais, c'est pas naturel. Donc ça se fait comme le Bon Coin, c'est-à-dire il y a une première mise en relation qui se fait par la plateforme. Bonjour, okay. J'ai vu votre annonce, j'ai bien compris, j'ai les compétences, Et après ils se rencontrent. Et nous, c'est là où on sort sans sortir, c'est-à-dire qu'on a un petit travail avec les associations sur offrir un café aux gens, c'est normal, voilà. Les accueillir, être sympa, être présent au rendez-vous, ça fait partie du jeu, parce que des fois c'est un petit peu marche ou crève quand même dans le monde associatif. Et on observe ça de loin. On modère quand il y a besoin, mais ensuite on les laisse aussi prendre leur place, recalibrer la mission s'il faut, etc., parler de leurs valeurs, parce que c'est eux les meilleurs ambassadeurs de leurs valeurs. Parfois ce qui est génial, c'est qu'il y a des territoires d'expérimentation qui sont favorables. Là, le territoire d'expérimentation, il est super parce qu'il n'y a pas de contrat. C'est-à-dire que les gens, je n'ai pas envie d'envoyer un CV, je ne l'envoie pas, il n'y a pas de période d'essai, parce que dans les faits, je viens filer un coup de main. Comment est-ce qu'on transpose ça, qui est un territoire d'expérimentation favorable à ça, à un cadre qui n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient bosser dans une boîte que tu accompagnes ou chez Gémeaux, il vient pas... est-ce qu'il vient hors contrat? Dès qu'il commence, il est dans le cadre d'une période d'essai. Comment est-ce qu'on gère cette rencontre, cette découverte de l'autre progressive pour savoir si on va bien s'entendre?
Enfin, d'abord, oui, c'est très encadré. Et encore une fois, c'est le travail de la DRH d'encadrer et avant et pendant la phase de recrutement. Ça, voilà. Après, c'est une aventure humaine. On sait que c'est un choix important pour les personnes qui nous rejoignent. Et ce qu'on aime bien faire en général, moi, ce que j'encourage à faire, c'est de faire découvrir l'entreprise avant. C'est-à-dire que comme en sport de combat, beaucoup d'agilité, de souplesse dans la phase d'approche, rapidité d'enchaînement une fois qu'on est en contact avec la personne, c'est-à-dire 2 entretiens maximum. Ouais, j'allais demander. Concrètement, on fait une procédure, il y a 2 entretiens. On commence pas à faire une série de... Non, 2, ouais. D'abord, max. La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise, mais elle est toujours... Et vous saurez peut-être pas me répondre, mais vous parlez d'agilité, de rapidité. Si vous savez pas, c'est pas grave, mais le truc qui est pénible pour les candidats, c'est en effet non seulement le nombre, puis le temps de réponse ou le temps entre les entretiens. Vous vous êtes donné un objectif, vous, de dire on essaye d'aller vite? Écoute, exemple, on a recruté la semaine dernière un directeur du style, qui est vraiment une pointure. Ouais. La personne, chez un concurrent, avait fait 7 entretiens. Nous, on l'a vu semaine 1 à Paris, semaine 2 à Saint-Pierre, et elle est repartie avec son contrat. Ok, voilà. C'est réglé. Réglé. Les procédures, donc, et la personne, ce qu'on veut vraiment, c'est que la phase 2 de l'entretien, ça soit dans nos bureaux. Parce que la personne doit voir qu'il y a de la route entre la gare, la personne habitera à Paris. Comme beaucoup de collaborateurs chez nous restent habités à Paris, on a mis des bureaux à Paris pour eux, etc. Agilité. Mais il faut qu'elle voit qu'elle fera la route. 40 minutes de route. Ouais, en voiture. Voilà, elle vient chez nous, donc elle fait l'expérience avant de venir. Ouais. Elle nous voit, elle voit les collaborateurs. En fait, moi je crois beaucoup au contraire au feeling. Je crois que c'est une question de sensation. Ouais. Énormément, c'est 80% des choses. C'est une question d'aventure humaine, comme l'amour, comme l'amitié. Alors attention, parce que là, ça peut sonner creux, donc je suis obligé d'intervenir. Oui, mais c'est ce que je pense. Ouais, mais ça, je peux pas vous l'enlever. Mais comme on est à la recherche d'innovation, le trajet, je comprends, entre la gare et la voiture. Mais est-ce que c'est juste, bah voilà, elle a fait le trajet, et puis en allant jusqu'à la salle d'entretien, bah, elle a vu les bureaux, j'allais dire comme ça se passe ailleurs, ou est-ce que non, vous en faites un peu plus? Est-ce que on en profite pour avoir une demi-journée avec nous, une journée, on lui montre ça d'autres dure choses? plus longtemps parce que la phase 2, il y a des recrutements, donc il y a des entretiens. Ouais. Et en même temps, on aime bien quand la personne, ça se fait pas pour tous les postes, hein. C'est pour les postes importants, Ouais. les plus importants, où il y a vraiment une charge pour la personne. Mais on ouvre déjà l'entreprise, donc on gagne énormément de temps en faisant ça, parce que par le tour des bureaux, en voyant les collaborateurs, les espaces aérés, les espaces collaboratifs, le super restaurant d'entreprise avec barbecue, la salle de sport, déjà la personne se dit, bah, tiens, j'ai envie de venir en fait. Déjà, Vous essayez joue de pour nous. séduire. On essaye de séduire, mais en même temps, on fait ça pour elle. Ouais. Parce que vraiment, je sais où je viens. Et ça, en un quart d'heure, on en sait beaucoup plus qu'en une description d'une heure. Il y a C'est très efficace. Mais dans cette journée qu'on organise, et notamment, il y a une expérience récente, on fait rencontrer aussi les équipes. C'était une de mes questions. C'est comment est-ce qu'on de- organise la rencontre humaine dont vous parliez? C'est-à-dire que, en plus de la personne qui va recruter du manager, de l'opérationnel, on essaye de faire croiser des gens, on essaye de faire vivre des moments de vie de l'entreprise au cours de cette journée ou de cette demi-journée? Oui, notre Ok. directeur de l'offre, par exemple, on avait il y a un an une recherche, candidat extérieur, très haut profil, excellente. Alain et moi, on avait le coup de cœur pour cette personne. Une candidature interne, un peu passerelle. La personne n'était pas issue de la direction de l'offre. Et on a dit, bah, écoutez, vous allez présenter votre projet à votre équipe. La personne extérieure est venue pendant 2 heures, elle a vu les locaux, et elle a fait 2 heures d'entretien avec son équipe rapprochée, 4 Ok. personnes. Et la personne interne a aussi Fait le même fait le job. même exercice de façon complètement loyale. Ils ont choisi le candidat interne. Ouais. Et on a écouté. Et Alors- on est super contents. Ouais. Alors après, Hubert, je reviendrai vers vous. Oui. Alors là, c'est presque en plus encore un autre sujet qui est une histoire de confiance, de responsabilité, mais c'est assez chouette. Hubert, on reviendra après sur Mais ça s'est pas fait sur du feeling, ça s'est fait sur un projet. concret. C'est du présenté. concret, c'est du concret. Ouais, tout à fait. Là, on parle de métier, on parle d'expérience, on parle de projet, on parle de vision du. Voilà. Ouais. On reviendra tout à l'heure. Je vais entendre Julien un peu sur le sujet, sur comment est-ce que on déploie ça sur l'ensemble des recrutements. Parce que là, on se dit c'est plutôt sur des hauts profils où on investit du temps, etc. C'est aussi parce que la responsabilité du job est forte. Qu'est-ce qui est fait pour l'ensemble des postes?
on reviendra un peu là-dessus tout à l'heure pour voir comment est-ce qu'on s'inspire de ça pour déployer un peu la pratique. Julien, c'est pareil, on en causait. Toi, tu es très sensible à cette phase amont pour que les gens gagnent du temps pour se connaître. Là, on voit visite de lieux, rencontres, etc. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu préconises, qu'est-ce que tu recommandes? Et pour les gens qui sont dans la salle qui se disent, bah ouais, moi, ça me parle bien, ça, mais comment je fais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, je rebondis juste avant sur ce que disait Hubert. Ouais. En fait, c'est le mot feeling sur lequel on n'était peut-être pas d'accord, hein, mais finalement, c'est une question de rencontre et de rencontre de projet. Voilà. Donc le feeling, il est là ou il n'est pas là, mais c'est une rencontre de projet. Sur la capacité à projeter un candidat avant qu'il ne rentre dans l'entreprise, même si on fait l'effort après de le recevoir et de le mettre en immersion, il faut réussir dans le process de recrutement et de sélection à inspirer un candidat pour qu'il se dise « c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi ». Et ça, on peut le faire en incarnant au maximum les valeurs ou le dirigeant, s'il incarne quelque chose, ou les équipes, ou les collègues, ou la culture d'entreprise, ou toutes les choses qui font l'identité de la boîte. Et ça, fondamentalement, dans les annonces d'emploi, on ne le perçoit pas encore. Et je pense qu'on peut progresser là-dessus. Ensuite, dans le processus de candidature, et ça rejoint un petit peu à ce que fait Amélie, je l'ai déjà dit, mais il faut laisser la parole aux gens et aussi il faut que les candidats puissent découvrir l'entreprise et les futurs collègues et les futurs lieux avant même de candidater, puisqu'on gagne du temps. Cas d'école sur un poste de chargé de communication ou un poste d'assistant commercial administratif, si on lance une annonce sur WestJob, peu importe, Pôle emploi, on a 200 CV. Et finalement, où est la valeur ajoutée de quelqu'un qui traite les CV quand on en a 200 ? On a 200 CV de personnes, et c'est aucun jugement, mais qui ont peut-être cliqué pour candidater de manière un petit peu automatique, sans se poser la question de quel était mon projet et est-ce que le projet de la boîte va correspondre à ce que je recherche. Alors après, si je me fais un peu le porte-voix de candidat qui serait dans la salle, qui dirait vous êtes bien mignons les copains. Moi, c'est un sport de combat le recrutement. Moi, je veux juste trouver du taf à un moment donné, quoi. Parce que là, vous me dites ouais, moi j'attends que les gens viennent bosser chez moi. Moi, j'en ai pas de boulot. Moi, j'ai postulé, ça fait 200 annonces auxquelles je réponds. J'ai même pas une réponse, j'ai une réponse automatique par mail qui m'arrive au bout de 3 semaines. Donc alors, en fait, comment on aide aussi ces gens-là à avoir accès, j'allais dire, aussi à ces postes-là? Parce que la petite critique que je peux émettre, c'est que pour l'instant, de ce qu'on est en train de se dire, mis à part les retraités, c'est qu'on est sur des profils qui semblent quand même assez qualifiés, qui ont accès à des trucs, de diplômés, etc. Je fais exprès, Julien, ça te permet de me contredire si c'est pas ça. Alors, sans parler de diplôme, hein, parce que ou de compétences ou d'expertise. Ou de compétences. Non. Je pense qu'un process de recrutement, il n'est pas plus divaisant pour un développeur informatique qu'on a du mal à recruter que pour un poste qu'on considère moins qualifié. De toute façon, tous les postes qui sont ouverts et pour lesquels on fait un effort de recrutement, c'est qu'ils sont importants. Enfin, on ne peut pas dire que sur les 200, il y en ait 90% qui soient bons et les 10%, c'est non. Enfin, c'est-à-dire que c'est un vrai pari, et un vrai challenge et un vrai investissement. Donc c'est pas une question de gradation ou de gradation. Après, je comprends que sur des postes plus stratégiques, on y passe plus de temps ou pas, ou en tout cas qu'on se pose plus de questions. Et encore, quoi qu'il en soit, pour gagner du temps et pour que le candidat s'y retrouve aussi, il faut soigner la relation qu'on a avec le candidat, parce que lui, c'est pas son métier. Lui, c'est pas son métier. Donc, il faut qu'il puisse se dire et qu'il comprenne de lui-même, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi, et si c'est pas fait pour moi, il faut qu'on me l'explique. Et généralement, les candidats sont grands, ils comprennent aussi. On est d'accord que là-dessus, pour l'instant, il y a un gros trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'on se dit, là, on est en train de se dire, c'est dommage que les gens cliquent presque. C'est du temps perdu pour tout le monde, parce qu'ils cliquent, et au fond, si on avait pu discuter, ils n'auraient pas cliqué. Mais en même temps, on peut pas les empêcher de cliquer. Qu'est-ce qui manque? Comment on fait en sorte pour que les gens ne cliquent pas alors qu'eux, ils cliquent simplement parce qu'ils veulent du taf? Est-ce que c'est la rédaction de l'annonce? Est-ce qu'il faut plus d'annonces? Dès la rédaction de l'annonce, qui va être plus ou moins augmentée, on va envoyer du signal sur ce que va être le poste. Et fondamentalement, si on travaille avec une clientèle de particuliers ou une clientèle de professionnels, ou à domicile, ou sur le terrain, il y a des gens qui, au départ, sur une annonce, finalement, n'ont pas tout ce détail, n'arrivent pas à se projeter et vont envoyer une candidature. Mais si on fait percevoir vraiment le fond du poste et le fond de la boîte en amont, ils vont pas postuler. Julien, est-ce qu'on peut se donner des exemples de phrases? Moi, je veux comprendre. C'est-à-dire, en quoi une annonce comme ça, elle va être différente? C'est-à-dire qu'on va mettre... parce que moi, j'ai lu des annonces où on marque déjà des choses sur le candidat. Vous devez être ouvert, généreux, authentique. Qu'est-ce qui est différent là dans la rédaction? Qu'est-ce qui fait quand la lisant, il va se dire « Ah ouais, ça, c'est pas pour moi ». Qu'est-ce qu'on peut faire différemment d'aujourd'hui? Ça va dépendre de la culture de la boîte. Je vais prendre un exemple. Typiquement, j'ai accompagné une boîte qui aurait pu être aujourd'hui ici, qui
est dans l'environnement des entreprises dites libérées. Les dirigeants n'aiment pas ce terme, on parle plus d'entreprises adultes en fait. D'accord. Et finalement, ces gens-là ils ont un problème, c'est qu'ils font fantasmer un certain nombre de personnes qui aimeraient travailler chez eux. Parce que paraît-il, c'est super. Le mythe. Le mythe. Mais c'est super de travailler chez eux, sauf que c'est hyper exigeant. Et finalement, sur un premier recrutement, ils ont fait fantasmer un certain nombre de candidats sur peut-être l'aspect un petit peu médiatisant du sujet, et moins sur l'exigence que ce que c'était de travailler dans cette boîte, où finalement, on a très peu de reconnaissance des autres, si ce n'est du client. Puisque c'est, en l'occurrence, leur culture à eux. C'est le client qui dit que tu es bon, c'est pas forcément ton chef, il n'y en a pas de chef. Et finalement, dès le process de recrutement qu'on a refait ensemble, on donne des signaux pour que des gens se disent « mais en fait, c'est pas fait pour moi. Je serais pas capable de travailler dans cette boîte parce que moi, je fonctionne à la reconnaissance et dans cette boîte, j'aurais pas de reconnaissance de mes managers alors que moi, je fonctionne à ça. » Ok. C'est pas grave, il n'y a pas de jugement, mais moi, je fonctionne à ça, c'est pas fait pour moi. Ok. Et ça, il y a moyen de le dégoupiller très vite, justement, avant que les gens, ce qu'on est en train de se dire, on empêche les gens de s'engager dans un processus de recrutement pour éviter le côté, on est 200 à la porte, mais en fait, ça sert à rien qu'on soit à la porte. C'est pas fait pour nous. Il y a un cabinet qui s'appelle Orientation Durable, qui est un cabinet de recrutement dans l'économie sociale et solidaire, qui fait un truc qui est vachement bien. Ils envoient les offres par newsletter. Alors, ils en sélectionnent, il n'y a pas tout. Mais en fait, il y a toujours un chapeau qui dit, voilà, tu es passionné par l'informatique, t'as rien contre les chats. Et en fait, ils arrivent à résumer de façon hyper pointue l'essentiel de l'annonce, qui fait que quand on lit le tuer, oui, non, on est déjà obligé d'avoir une idée. Et finalement, quand on va lire l'offre qui détaille, on a déjà un a priori qui va permettre de savoir si oui ou non j'ai envie. Et ils trichent pas. C'est-à-dire, tu as envie de travailler pour une petite boîte où tu vas être obligé d'être super polyvalent et où tu vas pas compter tes heures. Ils l'écrivent, mais n'empêche qu'à un moment, de toute façon, tu triches pas. Quoi. On met à part les gens qui sont malhonnêtes. Et malhonnête, c'est pas un mot grossier. C'est juste les gens qui se mentent à eux-mêmes ou qui mentent à l'annonce. Ça, c'est autre chose. Il y a les gens qui disent oui, je suis rigoureux, oui, je suis machin, et qui ne le sont pas. Ça, c'est autre chose. Là, on parle vraiment des gens qui veulent eux aussi pas perdre de temps et être efficaces. Et pas être déçus d'ailleurs. C'est pas s'engager dans un processus qui va. Après, on perd du temps. Je prends l'exemple des développeurs informatiques. Toutes les annonces, beaucoup d'annonces, commencent par nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale. Quel ESN nantaise ou rennaise n'a pas ça dans son annonce ? En quoi un développeur informatique va se projeter dans cette boîte-là ? Il va même en rigoler. Toutes les ESN font des Friday Party Pizza. Toutes les ESN sont cool et partent en séminaire. Donc qu'est-ce qui fait la différence ? Alors, est-ce qu'on peut se donner des exemples concrètement ? Voilà, c'est quoi alors ? Qu'est-ce qu'on va mettre à la place de ça ? Dans l'annonce récemment que j'ai pu faire pour une start-up, mon annonce, c'est l'interview du dirigeant. Et le dirigeant dit, alors c'est plus ou moins une start-up, il l'a créée en 2012, il dit dans l'annonce, c'est son interview en fait. J'ai créé ma boîte en 2012 quand je passais des nuits blanches à coder sur cette technologie dont je savais que ça allait être l'avenir pour nanana. Et en fait, c'était très incarnant. Et je me suis dit que des développeurs qui voudraient travailler avec lui se retrouveraient dans cette phrase d'avoir passé des nuits blanches sur ce sujet-là en question. Ça leur causait, quoi. Et ça les a causés. En tout cas, à certains développeurs qui répondaient. Et pas tous, et pas à tous. Et d'ailleurs, à ceux qui correspondaient à cette boîte-là. Ok. Donc toi, ta préconisation, Julien, en tout cas, et encore une fois, on n'est pas là pour donner des leçons de morale, c'est de dire, il ne faut pas hésiter à casser l'habitude des textes et des formats qu'on a, parce qu'en fait, tous ceux qui sont dans le métier de recrutement, on est un peu coincés, c'est parce qu'on sait aussi qu'on est obligé de retrouver un certain nombre de choses dans une annonce. Donc parfois, on a l'impression qu'il y a une chaussure dans laquelle il faut qu'on rentre. Toi, tu dis, hey, on peut aussi s'affranchir de ce truc-là. Si ça correspond à la culture de la boîte. Bien sûr, dans ce cadre-là. Je reviens, Hubert, à l'ensemble des... Ouais, vas-y. Est-ce que tu as accompagné des administrations publiques ? Dans le collectif, il y a une de mes collègues qui accompagne les chambres de commerce. Donc organisme plutôt public quand même, bureaucratique on va dire. Il ne s'agit pas d'être attractif pour être attractif. Il s'agit de ne pas mentir sur la culture du client en question. Après, généralement, un process de recrutement fait progresser aussi l'employeur. C'est-à-dire qu'il va voir peut-être aussi que sa capacité à capter du candidat et à être attractif est limitée, considérant un certain nombre de sa culture et de son organisation, sans jugement.
En l'occurrence, on a capté une très bonne candidate qui est toujours dans l'organisation, mais sans googliser la chambre de commerce de je ne dirais pas quel territoire, mais voilà, il ne s'agit pas de la googliser ou de la rendre cool, elle est ce qu'elle est. Mais il faut réussir à projeter un candidat dans cet environnement-là. C'est sûr qu'il y a pas mal de représentants aujourd'hui de l'administration, au sens large, ou de l'institution. On n'est pas tout à fait sur le même sujet, parce qu'en effet, déjà le recrutement en soi n'est pas un acte courant, ou parfois il est conditionné par des contraintes financières. Il y a du recrutement interne, il y a de la mobilité, il y a parfois des contrats qui sont publics-privés. Et puis, il y a on en parlait un peu tout à l'heure, il y a une culture qui est un a priori de la part des candidats qui est déjà extrêmement fort. Aujourd'hui, vous dites Google ou vous dites la mairie de telle ville, déjà le candidat, lui, va être chargé de quelque chose avant de postuler. Et d'ailleurs, Google, c'est un super exemple d'a priori croisé pas bon, parce que Google est hyper sexy, ça donne envie, etc. Google, jusqu'à il y a encore peu de temps, c'était 7 à 8 entretiens. Puis quand tu rentres chez Google, c'est normal qu'on te laisse faire ce que tu veux un vendredi par semaine. C'est qu'ils recrutent que des Top Gun. Donc ils peuvent se permettre de leur laisser le champ libre. Donc en effet, c'est trompeur. C'est très trompeur tout ça. Uber, un mot sur le reste des postes plus lambda. Et je dis lambda avec énormément de bienveillance pour tout le monde. Oui, ben, on a 450 magasins, 3500 collaborateurs, 3000 dans le réseau. On a... Et les employés de magasins sont vus par les directeurs de magasins. En fait, on ne peut pas tout faire tout bien non plus. Enfin, le niveau d'engagement est proportionnel à la pertinence de la candidature. La masse, il faut qu'elle ait simplement une réponse de l'entreprise. Donc voilà, une réponse au moins. Mais c'est-à-dire ce que vous espérez. Et ensuite, on a des gens à la RH où les directeurs de magasins, ils appellent. Il y a des gens qui passent leur temps à appeler pour savoir qui sont les candidats, à faire la sélection, même les stagiaires. Et puis ensuite, quand ça va, ils rencontrent les gens, etc. Après, il y a aussi quelque chose d'autre qui est vraiment très efficace. Donc en fait, il faut quand même assumer le fait qu'on ne peut pas faire du sur-mesure sur la grande masse. Et c'est comme ça. Il ne faut pas qu'on soit non plus... plus royaliste que le roi. Il faut faire les choses bien, correctement, mais les gens qui envoient des CV, ils ont une réponse, et ça, c'est le minimum. Et après, on doit être hyper correct. Mais je crois que vous venez de dire un truc. Moi, dans mon job, là, je regrette qu'on ne soit pas plus nombreux, ça aurait été plus sympa. L'idée, c'est d'essayer de mettre des mots sur des actes concrets. Vous venez de le faire de manière très anodine. De dire, bien sûr que sur 200 recrutements, on ne peut pas être parfait. N'empêche que moi, je veux que chacun ait une réponse. En fait, ce sont parfois des indicateurs précis ou des choses de dire n'importe qui postule chez nous a peut-être reçu un coup de fil de la part de quelqu'un. Je dis n'importe quoi. Ou un courrier. Mais tout le monde a une réponse. Vous êtes sûr que quand vous discutez avec les candidats, parfois certains, c'est juste ce qu'ils réclament. Je veux dire, moi j'aurais juste voulu une réponse. Juste ça. Donc c'est de se dire, bien sûr qu'on peut pas, peut-être qu'on peut pas faire visiter la boîte à tout le monde tout le temps, mais le minimum qu'on demande, nous, c'est ça. Quand on préparait, Amélie, tu m'as parlé parfois de ce que faisaient pas bien les assos. Tu me disais, parfois on a des retours d'expérience sur l'accueil des bénévoles qui sont catastrophiques. Et je pense qu'il y a des trucs à tirer de ça, et peut-être que quand elle va en parler, ça va rebondir sur vous. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est précieux dans la vie qu'on a dans une boîte. Il y a à la fois, tu parlais de rencontre humaine tout à l'heure, d'aventure humaine, c'est comment se passe le premier contact, et téléphonique et physique, ce moment-là qui est sacralisé, qui est l'entretien, et comment se passe mon premier jour. On se rappelle tous de notre premier jour dans une boîte. Tous. Exactement ce qui s'est passé. C'est des moments qu'il faut sacraliser. Et le problème, c'est que nos managers recruteurs, ils sont tous en speed, tout le temps. Ils ont du taf. Donc quand ils accueillent une recrue, un candidat, ils sont speed. Peut-être qu'ils arrivent en retard, peut-être qu'ils serrent la main entre deux trucs. Nous, c'est vraiment un point sur lequel on est, mais alors hyper carré. Mais c'est pour ça que je t'en parle. Structuré, avec un parcours d'intégration organisé notamment par la RH. Donc l'accueil est... Un parcours d'intégration qui ne dure pas qu'un jour d'ailleurs, qui dure plusieurs jours. Enfin voilà, stage en magasin, parcours visite de l'entreprise, du vie ma vie, et puis voyant toutes les personnes qui vont pouvoir dans la première phase, me permettre de réussir dans ma fonction. Est-ce qu'il y a respect, simplicité? Voilà, il y a cette magie qui opère parce qu'il y a de l'accessibilité, de la bienveillance, de l'accueil de tout le monde. Les gens sont préparés. Ou qui opère pas. Ouais, mais enfin, quand la culture de l'entreprise est partagée. Et pourtant, on est 300 au siège. Vraiment, tout le monde se ressemble. Pas en termes de parcours, mais en termes de personnalité, en termes de bienveillance. Ça, c'est vraiment... Sur 3500 personnes, c'est une vraie réussite. Ouais. Quand je dis quand la magie opère ou opère pas, c'est pas de dire que ça marche pas, mais le recrutement, c'est une heure l'entretien. Allez, on va dire qu'il y en a deux, il y a 2 heures.
En 2 heures, il faut être balèze pour trouver les gens qui incarnent la simplicité et le respect, malgré tout le talent que vous avez. Il y en a plein. Et là, il y en a plein. Il y en a plein qui ne l'incarnent pas et qui s'en rendent compte pendant la période d'essai. Ouais, je pense quand l'entreprise, enfin voilà, après il y a toujours des cas particuliers, mais voilà, quand l'entreprise. Vous avez, si je sais pas si tu as le chiffre en tête, vous avez un taux de période d'essai que vous considérez comme bon? Un taux de période période d'essai, d'essai. je sais pas quel est le ratio. Ouais. Ouais, ça hoche la tête. Ouais, il est bon parce que c'est On un a un indice. turnover qui est très bon. C'est un indice qui est, le turnover, tu disais, il est très bon, bas. il est très bas. Ouais, Et le taux de fin de période d'essai, c'est aussi un super indicateur d'efficacité du recrutement. C'est-à-dire, est-ce qu'on se trompe ou pas? C'est un indicateur qui est précieux. je le connais pas, mais Non, mais c'est ça vrai hoche la qu'on tête. a- Donc on est- on va dire qu'il est. C'est pas 1 sur 2. Mais, ouais. Non, pas du On tout. est à quoi, Alain? Amélie, est-ce qu'on peut reparler justement de cet accueil là des bénévoles? Tu me donnais quelques exemples de. Bah non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que c'est mort forcément. En fait, le bénévolat, c'est pas professionnel, donc finalement, puis tout le monde sait être bénévole, c'est pas très compliqué. Et puis les dirigeants associatifs sont tellement dans les murs souvent qu'en fait, ils comprennent pas pourquoi tout le monde ne connaît pas leur association et leur mission, alors qu'en fait, en France, on connaît les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et le Secours Populaire. Voilà. On connaît pas les 12 598 000 autres associations. Et du coup, ils vont pas prendre le temps ni d'accueillir les gens, ni d'expliquer la mission. Donc ça donne des trucs du type, rendez-vous à 9h, mais attention, hein, pas 9h02, parce que 9h02, vous serez en retard. Ouais, ok. Et puis, mettez-vous là, faites ci, faites ça. Il n'y a pas forcément de temps d'accueil, de temps de convivialité. Il n'y a pas forcément de temps d'explication de la mission, parce que bon, de toute façon, tout le monde nous connaît à Nantes. Il n'y a pas forcément de temps d'échange, c'est-à-dire, mais les gens ne se présentent pas, par exemple. C'est évident, je suis le président. Ouais, non, en fait, c'est pas évident. Et du coup, on a beaucoup de bénévoles qui font des retours en disant ah non, moi le bénévolat c'est pas pour moi parce que un jour j'ai été à une réunion d'information pour faire une mission de bénévolat. En gros, on m'a parlé pendant 2 heures de ce qu'il fallait faire. Je sais pas trop qui me parlait. J'ai pas bien compris quelle serait ma place et du coup je suis pas restée. Et il y a un vrai travail d'accompagnement à faire dans la simplification de tout ça. Moi, je veux qu'on parle de ça. Parce que pour pas qu'on soit incantatoire, parce qu'on est tous en train de se dire bah oui, il faut faire ça. Voilà, il faut être bienveillant, il faut qu'on soit simple, il faut qu'on soit net, direct, il faut qu'on soit transparent avec les candidats, puis c'est réglé. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. Et on le fait pas. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner un responsable, un recruteur, un manager, pour qu'il incarne tout ce qu'on est en train de se dire? Il y a un rapport à l'humilité là, dans ce qu'on est en train de se dire qui me paraît très fort. Parce que c'est pareil, on est Gémeaux. Bon, pour expliquer ce qu'on fait. Bon, nous, on est Gémeaux. Bah ouais, mais il y a peut-être des gens en effet qui savent pas ce que c'est. Et puis, plus on monte dans la hiérarchie, et plus sans le vouloir, on a un rapport dominant. C'est-à-dire que je suis responsable marketing chez Gémeaux. Bon, voilà, je t'explique pas, je suis responsable marketing chez Gémeaux. Ben non. C'est ça, c'est un peu ça que je disais quand je parlais du feeling. Dans le poste que j'avais avant, avec 1000 personnes à recruter, évidemment, je m'appuyais sur les managers de proximité. J'avais même des saisonniers qui recrutaient des saisonniers. Mais en fait, la question, c'était c'est quoi tes outils pour recruter? Parce que quand tu me dis je l'ai pris parce que je sais pas, mais c'était le feeling, c'est impossible. Ça marche pas. Et du coup, voilà, c'est quoi ta grille de lecture? C'est quoi la compétence que tu cherches? Et puis, c'est quoi les valeurs? Et vas-y, je connais pas le projet. Comment tu me l'expliques? Donc, dans des mots simples. Ouais. Et ça, finalement, à un moment, tu valides la capacité. Moi, par exemple, il y a eu un moment où je faisais rédiger l'annonce par le manager. Parce que finalement, je voyais du coup ce qu'il avait compris. Moi, je savais ce que je cherchais. Mais lui, comment il l'avait compris? Comment il le rédigeait avec ses mots à lui? En plus, je recrutais des gens qui avaient entre 17 et 25 ans. Donc, voilà. Et finalement, lui, il avait lui-même entre 17 et 25 ans. Donc, tu vois, et c'est ça qui devient intéressant, du coup. Parce qu'aujourd'hui, on a tous dans notre entourage des gens qui passent des entretiens. Et on va pas se mentir, il y a encore un boulot extraordinaire à faire. On a quand même encore beaucoup d'entretiens. Je peux pas dire la plupart, on n'a aucun chiffre. Où il y a un rapport quand même de statut haut et statut bas pendant un entretien. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui, quand les gens font passer des entretiens, d'un côté de la barrière un peu plus en flip. Où on se dit, punaise, j'espère que je vais avoir le job. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que il faut que ça, on arrive à l'aplanir, quoi. Et pour l'aplanir, il faut en monter un des deux et il faut en descendre un des deux. Donc ma question, c'est comment? On a essayé d'y répondre un peu. Comment on en baisse un des deux, savoir le recruteur, et comment on monte? Comment le candidat, on lui fait comprendre ça aussi? Qui, lui, peut avoir tendance à dire « faut que je plaise coûte que coûte ». Il y a des questions pièges. Comment j'évite ça? Comment on met le candidat dans cette posture-là? Comment tu l'accueilles? Comment tu le rassures? L'accueil, c'est hyper important. Mais au final, quand tu démarres l'entretien sans avoir l'air de le démarrer dès l'ascenseur,
c'est tout gagné, parce que finalement, tu démarres sur un truc un peu informel, là, vous êtes trouvé facilement la météo, le parking, machin, la personne, elle est en confiance, elle commence à parler, et il n'y a pas ce côté, la table, d'un de chaque côté, bon, alors, on va commencer, présentez-vous. C'est horrible. C'est ça. Horrible. Moi, c'est exactement ça qui me paraît important. Pour justement qu'on sorte du côté feeling, etc. C'est que là, tout ça vous paraît évident, mais on est en train de dire des trucs factuels qui sont hyper importants. Alors, si je peux donner un exemple, il y a des nouveaux modes d'entretien et qui peuvent permettre à certains ici dans la salle qui peut-être font des entretiens de casser aussi le code des questions classiques, faiblesse, qualité, des choses comme ça. Et généralement, c'est aussi parce que c'est dur de faire un entretien avec une personne quelquefois qui n'est pas en capacité de parler parce qu'elle est timide, parce qu'elle est stressée. Donc on cherche à et la parce faire que c'est parler. pas son métier d'être candidat, elle est venue pour un poste opérationnel, directeur de magasin, vendeur, enfin peu importe. Et donc, il y a d'innombrables techniques qu'on a pu voir peut-être dans d'autres ateliers, qui sont aussi des techniques d'accouchement, de savoir comment fonctionnent les gens et de leur laisser la parole. Moi, on en a testé une là récemment, c'est la technique des 12 qualités essentielles. On demande à un candidat sur un poste, on a travaillé avec le dirigeant sur les 12 qualités essentielles pour le poste. Je ne parle pas de compétences techniques, je parle plutôt de qualité. Hein. Et on va demander à un candidat de s'exprimer sur les 12 et de dire un petit peu pourquoi il préfère celle-ci à celle-ci à celle-ci. Et en fait, naturellement, il va dire... pour un poste, par exemple, d'assistant commercial administratif, le fait d'être, à l'écoute, c'est une qualité. Parce que je pense que dans ce poste-là, être à l'écoute d'un dirigeant, d'une dirigeante, ça permet de comprendre. Et finalement, naturellement, il va s'emparer de ces qualités-là. Il va débriefer tout seul, et c'est intéressant. Et finalement, on a compris aussi son feeling à lui, ou son feeling à elle, et c'est beaucoup plus riche que peut-être des questions. Voilà. Ça doit s'adosser quand même à des questions d'entretien. Toi, tu es en train de nous dire, il existe aussi des méthodes et des outils qui simplement peuvent aider justement à pas être maternant pendant un entretien. Ou dominant. Ou dominant. Parce que le côté paternaliste ou materniste est aussi compliqué dans un entretien. C'est-à-dire qu'il y a toujours un statut au bas pour mettre l'autre dans une posture de « tu as autant de choses à apprendre pendant l'entretien que moi j'en ai à apprendre de toi ». Exactement. L'autre aspect, c'est que on accompagne davantage nous des PME, mais aussi quelques plus grands groupes alimentaires. Mais en effet, il y a le crash test de l'entretien. C'est-à-dire qu'on a capté des candidats, on a réussi à être attractif et boum, il y a le crash test de l'entretien un peu trop musclé ou mal préparé par peut-être un manager ou pas, peu importe. Moi, j'invite les dirigeants de PME, s'il y a des parcours d'intégration bien établis, structurés, réfléchis, éprouvés, d'aller voir ce qui se passe dans les boîtes qui ont compris ça et qui fondamentalement ont du mal à recruter pour d'autres raisons, géographiques peut-être ou autres, pour voir un petit peu que c'est aussi stratégique et qu'il y a des choses à faire en plus. T'invites tous les dirigeants de PME qui peuvent d'aller voir à l'extérieur pour les mettre à l'intérieur, parce qu'il y a des vrais parcours intéressants, et inversement des grands groupes qui peuvent aller voir des PME, on va voir qu'il y a des choses qui se font, c'est assez bluffant sur l'intégration de collaborateurs. Hubert, tu voulais dire quelque chose sur l'accueil et le rôle des... Non, mais pour compléter ce qui a été dit aussi, c'est des process, mais nous, les entretiens, ils sont toujours faits avec un spécialiste, un expert de la RH et le manager. Donc on a le cerveau et le cœur quelque part, parce qu'il y a l'expertise. Alors ça peut faire peur parce qu'on est deux face à un. Enfin, en général, c'est des tables rondes, la posture, l'accueil, l'attitude fait qu'on décontracte les choses. Mais voilà, en général, il y a la personne qui est experte, qui est garante aussi que l'entretien se déroule dans des bonnes conditions. Si on a des managers qui veulent ou qui ne savent pas encore faire, eh bien, le manager est formé aussi, petit à petit à ça. Et puis, pour éviter toute cette phase, de toute façon difficile de ce premier contact, nous, ce qu'on favorise et ce qui est le plus efficace dans les méthodes de recrutement aujourd'hui, c'est la cooptation. Donc en fait, recruter des gens qui connaissent déjà l'entreprise parce qu'on leur en a dit du bien, parce que voilà. Et alors, on le favorise, on ne récompense pas encore nos collaborateurs qui nous ramènent des candidats, mais ils le font pour l'instant avec beaucoup de bonne volonté, et c'est super. Parce que voilà, les gens aiment l'entreprise d'abord, avant de venir, parce qu'on m'en a parlé en bien, et c'est très efficace. Et alors, ça aussi, ça renforce cette harmonie, cette cohésion d'entreprise, parce que les gens se ressemblent, parce qu'ils sont amis dans la vie. Ils ne travaillent pas forcément ensemble, mais tiens, je t'ai amené le CV, et voilà, et ça fonctionne très bien. Alors après, malheureusement, c'est pas le sujet de notre table ronde, mais je me fais l'avocat du diable, mais la cooptation est quelque chose de formidable, c'est ça. La cooptation est un outil destructeur en termes de diversité. C'est-à-dire que, y compris quand vous faites des procédures un peu de label diversité et autres, vous faites tomber dessus
parce que la cooptation, qui est un outil extraordinaire pour une boîte, parce qu'en effet, vous êtes sûr que vous embarquez des gens qui ont un ADN en partie un peu commun. Par contre, parfois, ça nous empêche aussi d'avoir accès à des ressources qui peuvent apporter des choses très éloignées d'où on est. Ça veut dire qu'il ne faut pas nacher. Oui, mais on a ouvert l'entreprise. Nous, on a vraiment. C'est vrai que ça peut être un biais, mais à partir d'une certaine taille, vous avez des gens qui sont issus de filières très différentes. Enfin, on a des gens qui ont vécu dans la grande distribution, d'autres qui ont été chez Amazon, d'autres qui ont été dans le luxe. Finalement, ils viennent avec leur ADN. Et ça fait une richesse de l'entreprise. On n'est pas consanguin. Donc, en fait, loin de là. Parce que, je parle de ça parce qu'il y a des boîtes vendéennes. Je dis ça sans aucune forme de blague. On accompagne beaucoup les vendéens qui ont des difficultés. Parce qu'il y a une préférence territoriale qui est quasiment assumée, de dire on cherche à recruter en local, etc. et autres. Il y a des limites à ça, c'est qu'au bout d'un moment, on est obligé d'ouvrir et autres. C'est-à-dire que le recrutement est-il un sport de combat? On aurait pu se poser la question. Là, on a pris la question recruteur-recruté. Est-il un sport de combat entre recruteurs? On pourrait répondre oui parfois, par rapport à certains profils. Il y a des métiers qui sont en souffrance en termes de gens qualifiés, des soudeurs, certains développeurs informatiques, des comptables, ce que vous voulez. Ouais. Ça bastonne. Et ça bastonne entre recruteurs. Donc c'est un sport de combat entre recruteurs. Ouais. Et là, du coup, on a presque un rapport qui est inversé dans l'autre sens. C'est qu'on a des candidats qui, eux, sont presque en statut haut. C'est-à-dire de dire, est-ce que c'est des choses que vous avez eu à gérer? Comment on se débrouille avec ça on veut les attirer, mais il ne faut pas mentir non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être surséducteur de ce qu'est la boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous permettez, non? Non? Vas-y. Et, enfin, notre point faible, notre talon d'Achille, c'est notre emplacement. À 50 km en pleine campagne, pas facile. On a ouvert des bureaux à Nantes sur la tour Newton à côté, là, qui est juste à côté d'ici, 6e étage, superbe, pour les gens qui veulent se rapprocher de la cité de la création. Les gens qui veulent bosser dans l'innovation, dans le collaboratif, ils ont leur bureau ici. Ceux qui veulent faire du télétravail, on en parlait tout à l'heure, ils peuvent en faire ici. Tout est équipé, voilà. Donc on favorise ça. On a recruté pas mal de Parisiens. J'habite Paris, comment je fais? On ouvre des bureaux à Paris. On a ouvert des bureaux à la Madeleine, ils sont super sympas, tous les gens peuvent y aller. Et pour le style, pour recruter un styliste au fin fond des Mauges, ou des bons stylistes, c'est pas facile. Et les gens, ils ont leur vie parisienne, etc. Donc le digital, l'omnicanal, tout ça c'est super parce qu'on ouvre un chapitre qu'on va pas traiter, mais qui est passionnant, qui a été évoqué un peu tout à l'heure, c'est les questions qu'amène ou les réponses qu'amène l'interrogation de son processus de recrutement, voire les difficultés qu'on a à recruter, débouchent pas forcément sur le changement du processus de recrutement, mais débouchent sur changement de l'organisation de l'entreprise. Je peux te prendre un exemple. Un exemple de PME, de cabinet comptable de 25 personnes à Lannion. Aller recruter un chef de mission comptable à Lannion, ils veulent tous être à Rennes ou à Nantes, très clairement. Pourtant, Lannion, c'est quand même plutôt sympathique. Et fondamentalement, au-delà du process de recrutement un peu différent qu'on a pu faire, hein, on a fait bouger les lignes en termes de management. C'est-à-dire qu'on a ajouté cette dose de home office inconcevable dans la tête de la dirigeante associée au départ, mais pas possible. Enfin, et comment on va faire pour travailler tous les jours ensemble, sachant qu'elle n'est jamais vraiment là, elle est souvent chez les clients. Mais voilà, ça fait progresser les gens sur leur mode de travail. Et du coup, on bouge les lignes. Donc le bureau à Nantes ou à la Madeleine, si on a bougé les lignes pour contourner peut-être des contraintes géographiques qui existent ou pas. Qu'est-ce qu'on apprend des candidats dans les recrutements? Des questions ou des refus? À chaque fois, l'entreprise doit se remettre en cause par rapport à ça. C'est pour ça que la relation est très horizontale. Ouais. Et le défaut parfois des organisations, quand un indicateur n'affiche plus le bon résultat, quand le thermomètre est cassé, c'est pas de se dire mince il fait chaud ou il fait froid, c'est faut changer de thermomètre parce qu'il est pas bon. C'est-à-dire que de se dire putain on n'arrive pas à recruter, ils sont chiants les jeunes parce qu'ils veulent pas ça, ou alors notre procédé de recrutement est pas bon. Non, en fait c'est peut-être parce que nous on a là c'est pour les gens qui sont dans la salle aussi. Nous par exemple une institution n'arrive pas à recruter, en effet peut-être ça interroge non pas le processus de recrutement, mais ça interroge plus profondément pourquoi et qui on est. Et donc et en effet pourquoi je dis ça, c'est qu'on peut reniveler là, le rapport entre recruté et recruteur, parce que l'échange qu'on a en entretien, il est précieux. De comprendre ce que veut la personne, pourquoi éventuellement elle a préféré aller là-bas plutôt que là. Je ne sais pas si vous avez la culture du rappel des candidats. Parce qu'il y a des candidats, vous êtes contents, vous les appelez, vous êtes hyper fiers. Vous dites, alors vous êtes où? Vous êtes assis? Bonne nouvelle, voilà, on a retenu votre CV. Puis lui vous a dit, ah, chouette, merci. Vous étiez qui? Ouais, ah mince, je me suis déjà engagé avec un tel. Ben là, il ne faut pas être vexé, il ne faut pas raccrocher, il faut essayer de comprendre. Et ce moment-là, il est précieux, ça vaut toutes les études du monde. De dire, ouais, il y avait une crèche.
dans ce bâtiment-là. En effet. Et vraiment, là, c'est de la culture c'est aussi de la culture de recrutement, de la culture de recruteur, de dire je vais chercher pourquoi. C'est hyper chouette de savoir. Mais comme avec des clients, quelqu'un a dit tout à l'heure dans une autre table ronde, il faudrait, le jour où on m'a dit qu'il fallait que je prenne soin de mes collaborateurs comme je prenais soin de mes clients, j'ai franchi un grand pas. Ben, c'est un peu pareil avec les candidats, quoi. Le jour où je comprends qu'il faut que je prenne soin de mes candidats comme je prends soin de mes clients, j'agrandis beaucoup, quoi, d'essayer d'avoir cette information-là. Ouais, Hubert. Non, et puis après, il y a aussi apprendre des candidats, c'est aussi s'ouvrir à d'autres formes de collaboration que le contrat classique, CDI. On a ouvert tous les types de collaboration. Quel dommage qu'on n'ait pas le temps de parler de ça. Ouais. Voilà, on raffole les freelances, c'est super, c'est la liberté pour les collaborateurs, c'est la flexibilité pour l'entreprise. Ouais. Alors, c'est dommage. Parfois, il y a des levées de boucliers sur ce sujet-là, surtout en ce moment, avec les macronites aiguës qu'on a, sans faire de politique, c'est qu'on dit ah ouais, tout de suite, rupture du contrat de travail classique, c'est de l'auto-entrepreneuriat, ça fragilise les gens. Pas forcément. On peut parler de choses qui ne sont pas subies. En effet, il y a des nouvelles formes de contractualisation de l'engagement qui vont à certaines générations, certaines personnes. À qui on a tendance toujours à raisonner par l'abus, mais qui est exceptionnel. Enfin, il faut voir aussi la majorité des cas où ça se passe bien, la très grande majorité, et où ça fait du bien à tout le monde. Ouais. Donc en fait, c'est pas parce que 2-3 personnes vont dans toutes les entreprises, à chaque fois qu'on engage quelque chose, ah oui, mais ça risque de faire ça. Oui, mais ça va faire beaucoup de bien à côté. Ouais. Et ça marche. Alors, si ça marche pas, on arrête. Ouais, il est 17h52, c'est-à-dire qu'on a dépassé de 7 minutes. Est-ce que cette salle est très étonnante? Il y a un côté fin de journée. Est-ce qu'il y a on n'a pas fait beaucoup d'interactions, mais est-ce qu'il y a des remarques, des questions dans la salle, des commentaires, des regrets de dire ah, on n'a pas parlé de ça, c'est quand même extrêmement dommage, pour qu'on fasse un dernier balayage? Ouais. On dirait pas, il est vraiment heureux. Enfin, en tout cas, ouais. Voilà, donc je pense que ça part de là. Et puis une administration, un secteur public. Alors on parlait de macronite, alors ok, ça pousse et évolue plus dans le privé, mais je peux vous dire qu'on dort pas mal dans le public. Et c'est presque triste, quoi. Donc j'essaye de me dire comment, malgré tout ça, malgré nos contraintes, nos trucs, on peut essayer de glaner. Il y a des choses à faire. Et puis là, pour le coup, c'est un billet de notre table ronde, parce qu'il y a eu une table ronde juste avant. Je peux les citer, c'est des gens qu'on connaît. Ouais, il se passe des trucs super. Il y avait la CPM 49 qui était là, il y avait la CAF, il y a des trucs mortels qui se passent. Ouais, c'est pas tout à fait du public-public. Ouais, mais public-public, c'est ceinture noire pour le sport de combat. C'était trop dur. Mais vous savez très bien que le boulot que vous avez à faire global, de management, c'est plus dur. Technique des petits pas. Il y a peut-être des petits pas à faire. Là, après, moi, ce que j'apprécie, c'est que personne n'a dit que c'était magique, quoi. Je suis sûr que si on discutait, on n'a plus le temps, mais si on discutait avec Hubert et l'ensemble des gens de chez Gémeaux, ils vous diraient hey, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait non plus en un claquement de doigts. C'est peut-être une démarche qui est lente, qui a pris du temps. Et encore, il y a peut-être des trucs qui ne marchent pas, quoi. Il y a sans doute des gens qui se vautrent et tout n'est pas simple. C'est compliqué, puis il ne faut rien lâcher, comme en combat. Enfin, des fois, la personne repart, on va la rattraper, etc., etc. Monsieur Gémeaux, il a donné son nom à la boîte. Incarnation. Ce sera la dernière question. Si, il n'y avait pas les gens... ce sera l'avant-dernière question, on y va. Donc ça a toujours été comme ça ou c'est vous? Il y a un truc après? Comme dirigeant de Gémeaux, vous avez impulsé cette démarche très entreprise libérante, adulte comme vous? Sur l'entreprise libérante, on est quelques-uns à être très animés par ce mouvement, parce que c'est un mouvement de cœur. Et sinon, c'est une culture d'entreprise du groupe ERAM depuis 100 ans. Donc voilà, on n'a pas retourné l'entreprise côté culture, hein. C'est la culture de l'entreprise. Alors comme je me fais chasser de scène et qu'on essaie de respecter Tali, ce que je vous propose, c'est qu'on traite votre question en petit comité en allant jusqu'à la plénière qui démarre à 18h pile pour pas qu'on soit en retard. Mais un grand merci à tous les trois. Merci à vous. Merci, chef. Et puis on se retrouve dans la grande salle tout de suite.